on peut continuer d'alimenter les trafics de drogue, on peut continuer... Les prisons sont des passoires. Oui. Tout rentre. Absolument tout rentre. Tout rentre. Pour l'instant, pas encore les armes, mais je pense que c'est la prochaine étape. Et la corruption. Oui, la corruption, bien sûr. Mais la corruption... Qui va avec la menace, hein, Pascal. Mais comment évaluer? Parce que moi, j'ai pas envie de jeter l'opprobre sur les surveillants, parce que la corruption ne peut être que faite sur des surveillants, puisque c'est eux qui sont en contact direct. Non? Il y a un chapitre de mon livre qui est intitulé « Plus ils sont hauts, plus ils sont haut placés, plus c'est facile ». C'est ce que me disait un de mes co-détenus avec lesquels j'étais et qui avait réussi à faire rentrer des choses. Et je lui disais, comment tu fais ça? Et je dis, mais c'est quand même incroyable, quand même. Tu me dis pas que les gens sont pas au courant, que la direction n'est pas au courant. Et il m'a dit, Pierre, plus ils sont hauts, plus c'est facile. Mais plus ils sont hauts dans la prison, non, c'est pas les magistrats. Plus ils sont placés dans la hiérarchie. Mais vous le voyez bien quand même aujourd'hui, quand même. Vous avez, c'est des choses que je raconte. Vous avez quand même des juges d'instruction qui ont été incarcérés. Vous avez des présidents de cour d'appel qui ont été incarcérés. Oui, mais comment le juge? Alors, il faut bien quand même. Le juge, il n'est pas dans la prison, donc il faut bien qu'il ait des personnes qui. Il prenait l'exemple des juges, mais des directeurs. Enfin, il y a un directeur de prison qui a été condamné. Hein. Oui, mais directeur de prison, ça, je comprends. Okay. Qu'il puisse, puisqu'il est présent. Vous comprenez, vous? Non, mais je comprends le fonctionnement. Mais je ne comprends pas le magistrat, par exemple, qui veut faire passer, je ne sais pas... Non, il ne veut pas faire passer. Le magistrat, pour avoir une ordonnance de remise en liberté, pour avoir, pour un greffier, des greffiers pour permettre la faute de procédure, c'est très connu, ça. Un greffier, de telle façon à ce qu'il laisse passer le temps du dossier, et puis vous voyez, très souvent dans l'actualité, vous avez ça. Vous avez des gens qui sont remis en liberté parce que le temps avait été dépassé. Le temps de la procédure avait été dépassé. C'est très, très courant, ça. Donc le greffier est corrompu. Ben oui. Bon, mais personne n'a idée de l'étendue de tout cela. Mais vous avez une idée précise? Vous pensez que cette corruption, elle est tout à fait marginale? Alors moi, je n'ai jamais vu la corruption en direct. J'ai vu le résultat de la corruption. J'ai vu un surveillant, j'ai vu un détenu dire, tu vois, ce surveillant, il sera plus là demain, et il était plus là demain. J'ai vu des... Et pourquoi il était pas, que je comprenne? Parce qu'il avait très mal parlé à la femme d'un détenu, et le détenu a fait en sorte qu'il soit plus au parloir, qu'il ne s'occupe plus des parloirs. Et ça s'est vraiment fait. On n'a plus jamais vu. Mais c'est peut-être pour protéger aussi sa sécurité, là, en l'espèce. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, vous parlez de corruption, moi je vous parle de menaces. Parce que je pense, d'ailleurs, franchement, le garde des Sceaux l'a dit ce matin. Il a dit qu'il y a 150 magistrats étaient menacés. Mais enfin, il y a qu'à lire les journaux. Hein. À Avignon, il y a une juge qui a été obligée d'enlever ses enfants de l'école, de vendre sa maison et de se déplacer. C'est des faits qui sont existés. Mais enfin, quand vous avez un procureur à Marseille qui dit qu'ils sont en train de perdre la guerre, c'est un procureur quand même. C'était au printemps. Au-delà de ce livre, il y a votre histoire personnelle, et je vous posais la question à l'instant, combien de nuits vous avez dormi en prison, et vous le savez précisément. Vous m'avez dit 602 nuits la première fois, 602 jours, 730 la deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même dans cette expérience carcérale? Essentiellement, j'avais, je pense que je l'ai moins, j'essaie de le soigner, un rapport difficile avec l'argent, un rapport compliqué avec l'argent. Et puis l'autre chose, c'est que vous faites souffrir vos proches. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais une vie d'égoïste, je m'en foutais. Il fallait réussir, il fallait gagner de l'argent, et voilà, il fallait briller, il fallait claquer, il fallait flamber. Et je me suis pas rendu compte dans tout cela que j'ai massacré mes proches. Quand je dis massacré, c'est massacré. Hein. C'est massacré. Et aujourd'hui, c'est sans doute... Ils vous ont pardonné? Vous savez, les enfants, les proches, tout ça, ils ont une chose extraordinaire. D'abord, la religion, il y a le pardon, hein, mais ils pardonnent au maximum de ce qu'ils peuvent. Ils pardonnent au maximum de leur souffrance, de leur propre souffrance. Ils pardonnent au maximum de cela, et ça, c'est vraiment le truc que je regrette le plus. Enfin voilà, c'est vraiment le truc que je regrette le plus. Si vous voulez, je pensais avoir donné une vie extraordinaire à mes enfants, avec tout ce qu'on peut connaître. Hein, vous avez combien d'enfants? J'en avais 3, j'en ai perdu une malheureusement, à l'âge de 21 ans, quand j'étais incarcéré. Et d'ailleurs, c'est intéressant à dire quand même, hein, c'est que je suis devenu très très croyant à l'occasion du départ de ma fille.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis persuadé que je la retrouverai. Et Dieu m'a aidé à... Et c'est pour ça que j'affirme mes convictions catholiques. Et Dieu m'a beaucoup aidé à traverser cette épreuve. Et je suis aujourd'hui persuadé de la retrouver. Je suis très croyant, très pratiquant. Voilà, j'essaye de m'améliorer tous les jours. Là, c'est le carême. Bon, j'essaye de faire en sorte d'aller mieux, de m'améliorer. J'essaye de le faire avec tout le monde. Je dis pas que je suis plus un pécheur. J'essaye de pécher moins. Voilà. Et c'est intéressant d'entendre votre réponse parce que je vous demande ce que vous avez le plus appris de vous-même, et on aurait pu imaginer que vous parliez de l'enfermement, combien c'est difficile, etc. Et c'est pas de ça dont vous parlez du tout. Non, Vous parlez d'autres choses. Non, pas Comme du tout. si finalement cet enfermement, cette vie quotidienne, ces bruits, le quotidien d'une prison qui doit être très rude, passe au second plan de la souffrance, de la blessure que vous avez, qui est autre. Mais vous savez, ce que je voudrais que les gens comprennent, et que je n'arrive pas à faire comprendre malheureusement, c'est que la prison, ça endurcit. C'est-à-dire que la première fois, ça m'a marqué. La deuxième fois, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et c'est malheureusement ce qui arrive à tous les jeunes de banlieue. C'est-à-dire que les jeunes de banlieue, vous les mettez une fois, bon, ils retrouvent leurs copains. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça fait plus rien. C'est un mauvais moment à passer, très mauvais moment à passer. Et c'est ce que je voudrais faire comprendre vraiment aux Français et à vos auditeurs. C'est pour ça que j'essaye de porter ce message-là. La prison doit servir à quelque chose. Elle doit servir à quelque chose. Elle sert tout simplement à protéger. Tant que vous êtes en prison, vous ennuyez pas les autres. Pascal, je suis d'accord avec vous. Si vous ne sortez pas de prison, déjà vous en sortez. Déjà, quand vous n'y êtes pas, vous protégez pendant au moins 12 mois, 28 mois. Alors, si vous me dites qu'en revanche, que la prison, non seulement elle ne calme pas, mais les gens ressortent encore plus... c'est ce que je vous dis. Encore plus rudes. 60% des détenus récidivent dans les 5 ans. Récidives, je ne parle pas des réitérations, donc les choses sont différentes. Et donc, moi, par exemple, je suis dans la réitération, je ne suis pas dans la récidive. Et 60%, donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que il y a vraiment un problème avec la prison, avec ce que l'on fait quand on est en prison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si vous voulez, je sais que je choque les gens, je choque énormément les gens, mais moi, je suis rentré, je savais pas trouver une Kalachnikov et de la drogue, et je suis sorti, je savais où trouver les deux. Voilà, donc il y a un problème. Et quand vous mettez des gens de 18, 19 ans qui sont dans des banlieues, qui sont des choses comme ça, vous n'avez pas idée de ce que vous fabriquez. Je vous assure que vous n'avez pas. Il y a peu de temps, je disais il y a je crois 10 ans, je disais qu'en prison on fabriquerait des terroristes, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et aujourd'hui, je dis qu'on fabrique la délinquance de demain. Vous voyez bien les mineurs, les mineurs. Mais c'est quoi votre solution? Je pense qu'il faut. Je pense que la première peine doit être faite, mais certainement pas dans les conditions actuelles, et certainement pas en les mettant dans des... Je pense d'abord, là encore, je vais choquer, mais bon, je pense qu'il y a des détenus qui sont irrécupérables, pour ma part. Alors ça, c'est pas très catholique, parce que normalement... Ah non, mais là, vous choquez pas, moi je pense comme vous. Moi, je vous le dis. Mais voilà. je pense comme vous, et je pense qu'ils n'y peuvent rien, les pauvres. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance, en tout cas moi, d'avoir des parents qui se sont occupés de moi, et puis qui m'ont élevé. Que serais-je si je n'avais pas eu un père, une mère qui m'ont accompagné? Et je pense que les profils de ces jeunes gens, ils ont été parfois massacrés dans l'enfance, bien évidemment, et ils n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, bien évidemment. Je trouve que c'est horrible pour eux, c'est pour ça que j'ai envie d'une forme d'indulgence pour eux, bien évidemment, mais je pense surtout à la société. Donc je pense qu'ils sont irrécupérables. Là, je peux pas vous suivre là-dessus sur que tous les jeunes. Non, je vous dis que certains détenus. Certains, bien sûr. Mais non, mais certains. Je suis d'accord avec vous, pas tous. Certains. Je pense qu'il y a des gens qui sont irrécupérables. Oui, alors, quel est dans ces cas-là, mon critère? Ça serait au bout de, alors, je ne sais pas combien, je ne sais pas si c'est la 10e, 12e, 15e infraction. Tu ne sors plus. Tu ne sors plus. Mais tu viens vivre quand même dans des conditions humaines. Bien évidemment, il ne s'agit pas de vous mettre au fond d'une cave, mais je protège la société. Alors après, effectivement, c'est le critère. À partir de quand on considère que vous êtes irrécupérable? Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je peux rectifier quand même dire une chose, c'est que c'est pas la majorité des détenus. Il y a 82 000 détenus actuellement. Je suis pas incapable de vous dire, mais moi j'ai vu des gens qui étaient irrécupérables.
Je les ai vus, voilà. Je les ai côtoyés. Un mec qui a violé 7 nourrissons, c'est un taré. Voilà, je veux dire, j'ai côtoyé ça. Excusez-moi, mais moi, j'ai même pas envie d'être à côté, de respirer le même air. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, sors de cette promenade, je veux pas respirer le même air que toi. Dégage. Voilà. À côté de ça, je pense que, je vous répète, Pascal, c'est pas la majorité des détenus, et je pense qu'une partie de la sécurité des Français se joue en prison. C'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire que je pense que si la prison était différente, à ce moment-là, je pense qu'on améliorerait les choses pour la sécurité des Français. Il y a un pays au monde où... Oui, il y en a beaucoup. La Suisse, la Suède. Moi, j'ai fait un doc pour Canal Doc, qui est sorti le 29 janvier, qui est encore sur Canal Doc, où j'ai fait les prisons autour du monde. Et il y en a beaucoup où les choses sont... C'est un exemple pour vous ? Oui, c'est un exemple. En Suisse, vous trouvez que c'est un exemple, par exemple ? Ah bah, je vais vous dire, moi, je ne cesse de le dire aux gardes actuels et à la pénitentiaire. La surpopulation en Suisse, quand il y a eu la surpopulation, ça a été très vite fait. Ils ont amené des containers et ils ont mis les gars dans des containers. Voilà, ça a été très très vite fait. Parce que vous comprenez, il faut savoir ce que veut dire. Il faut savoir ce que ça veut dire, cette cohabitation. Ça veut dire qu'ils ont mis les gars dans des containers. Au lieu de mettre 4 dans une cellule, ils ont mis une cellule et 3 containers comme on met les étudiants. Alors vous containers, Algeco, vous voyez, oui, ils ont construit à côté, d'accord. Voilà, qu'ils ont posé, qu'ils ont construit comme des dominos. J'ai les photos, moi, comme des dominos. C'est construit comme des dominos. Et là, il y a par exemple un projet qui est porté par un Lyonnais d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Ginon, qui est GL Events, qui a fait tous les bâtiments pendant les Jeux Olympiques. Bah, je pense qu'il faut y aller très vite. Voilà, il faut le faire très vite. Quand je vois qu'on balance 60 millions d'euros pour des tablettes et que pendant ce temps il y a encore des cafards, il y a des gens qui peuvent pas se laver, enfin on marche sur la tête. Alors ce matin le garde des Sceaux chez Madame Mabrouk a dit il faut du bon sens. Ouais, il faut du bon sens, mais il faut du bon sens. Je suis d'accord avec lui, il en a d'ailleurs beaucoup. Mais il faut du bon sens très, 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 très rapidement, vous voyez. Non, mais j'entends ce que vous dites, et peut-être que privatiser les prisons est une possibilité.